Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer en gros la technique pour tracer une chaîne de côtes. Donc là on a un système qui est relativement connu, une griffe de tour. Cette griffe de tour elle fonctionne lorsqu'on tourne en fait la vis de commande 3 qui est bloquée en rotation par cette vis et puis cette petite languette là qui n'est pas représentée dans ce dessin là. Donc quand je tourne la vis, le coulisseau 2 se déplace en translation. Pour que l'ensemble fonctionne, il y a des conditions fonctionnelles. Déjà pour que la vis de commande tourne, il faut qu'il y ait un jeu entre le corps 1 et puis donc la vis 3 ici, qui est limité par cette surface là, donc le bouton qui est ici. D'autre part, si on ne veut pas qu'il y ait un coincement lors du retour du coulisseau 2, ben, il faut laisser un jeu entre le coulisseau 2 et la collerette de la vis 3. Et puis ici, là, on a une autre condition fonctionnelle qui est une condition de non-dépassement en fait, de la vis pour question d'esthétique et puis pour protéger aussi. Enfin, voilà. Donc trois conditions sont installées. Donc c'est un exercice classique qui comporte 4 questions où il faut dans un premier temps établir la chaîne de cotes, ensuite reporter les codes fonctionnels sur les dessins de définition des différentes pièces, écrire les équations qui vont donner le jeu maxi et le jeu mini, et par là, si ce jeu maxi, ce jeu mini est indiqué, il faudra donc déterminer les codes fonctionnels qui permettent de respecter ce jeu, de manière à ce que le mécanisme fonctionne dans de bonnes conditions. Et enfin, donc, une partie calcul pour, pour déterminer en fait la cote A1, donc une cote relative à la pièce 1. Alors, première étape, donc si je m'intéresse à la condition A, hein, qui indique que la pièce 2 ne doit pas toucher la pièce 1, voilà comment je dois procéder. Je regarde déjà la condition, le jeu ici est entre quelle pièce et quelle pièce. Donc le jeu, il est entre une surface de la pièce 2 et une surface de la pièce 3. C'est en fait la méthode dite des dominos. Donc partant de l'origine, parce qu'on doit toujours partir d'une origine, on doit toujours partir de l'origine de la condition, je dois chercher une surface commune entre la pièce 2 et une autre pièce. Ces surfaces dont on parle, ce sont des surfaces qui vont être perpendiculaires à la condition. La condition elle est horizontale, donc je cherche des surfaces terminales de la pièce 2 qui sont perpendiculaires. Bon, la pièce 2, il n'y en a pas à 150, il y a cette surface-là qui est perpendiculaire à la condition, il y a cette surface-là qui est perpendiculaire à la condition, et cette surface-là. Et donc je cherche une surface commune entre 2 et une autre pièce. Donc ça ne peut pas être celle-là, donc ça ne peut être que celle-ci. Et donc là j'ai une surface commune entre la pièce 2 et la pièce 1. Donc je peux tracer donc un maillon qui part de 2 et qui va rejoindre 2 et que je vais appeler A2 parce qu'il est relatif à la pièce 2 et puis qu'il est aussi issu de la condition A. Donc de 2 je vais à 2, maintenant je suis sur 1 et pareil je dois trouver une surface commune entre 1 et une autre pièce. Si possible la pièce 3, comme ça me permettra de boucler. On rappelle que c'est la méthode des dominos. Alors une surface de la pièce 1, il y en a une là, mais on y est. Il y en a une autre ici, elle est en contact avec 3, c'est intéressant. Et il y a une surface terminale qui est ici, qui est en contact avec rien, donc c'est pas celle-là qui m'intéresse, mais plutôt celle-ci. Voilà, j'ai une surface commune entre 3 et 1, donc de 1, je vais à 1, ça va être la cote A1. Maintenant que je suis sur 1, qui est commun avec 3, de 3, je peux aller à 3, c'est ma cote A3. Voilà, la chaîne de cotes est terminée. Maintenant, si je m'intéresse à la condition B, qui est en fait la condition qui indique que ce bouton ne doit pas toucher le corps 1, sinon ça va en fait entraver la rotation de la vis de commande 3. Donc je regarde, le jeu est compris entre quoi et quoi? Entre une surface de 1 et une surface de 3. Donc partant de l'origine, parce qu'on doit toujours partir de l'origine de la condition, je vais chercher une surface commune entre 1 et une autre pièce. Alors, j'ai une surface terminale ici, qui est en contact avec 3. Voilà, c'est réglé. Hein. Donc, là ici, surface commune entre 1 et 3. Donc, de 1, je vais à 1.
Maintenant, je suis sur 3. De 3, je viens boucler. 3. Fin de la chaîne de cote concernant la condition B. Maintenant, la condition C, qui indique en fait un non-dépassement de la vis par rapport à mon système, lorsqu'il est en position rentrée. Donc cette condition, elle est entre une surface de la pièce 2 et une surface de la pièce 3. Donc je l'indique, surface de 2 et une surface de 3, partant de l'origine, parce qu'on doit toujours partir de l'origine de la condition. Je cherche une surface commune entre 2 et une autre pièce. Alors j'en ai plusieurs. J'ai une surface ici de 2 qui est en contact avec 1. Et puis la pièce 2 ici est en contact avec rien. Donc je m'arrête ici. Une surface entre 2 et 1. Donc de 2, je vais à 2. Code C2. Maintenant je suis sur 1. Je cherche une surface commune entre 1 et une autre pièce. Et ici j'ai une surface commune entre 1 et 3. Voilà, ici, à cet endroit-là. Donc de 1, je vais rejoindre 1, ça va être ma cote C1. Maintenant, je suis sur 3. De 3, je reviens à 3, c'est ma cote C3. Au passage, les chaînes de cotes, si possible, voilà, on peut les tracer sur 2 niveaux. Toutes les chaînes de cotes. Là, ici, si je dois couper une ligne d'attache, bon, on essaye de faire un truc propre. Mais on évite de faire des chaînes de cotes avec un maillon C2 ici, un maillon C3 là-haut, un maillon C1, enfin bon, bref. 2 niveaux, ça suffit. Et puis c'est beaucoup plus lisible. Des couleurs, ça peut être bien aussi. Donc voilà, j'ai installé, j'ai tracé les chaînes de cotes relatives à mes 3 conditions. Et maintenant, je vais passer à la question suivante, qui est de reporter ces cotes sur les dessins de définition des pièces. J'ai la pièce 1, donc les codes C1 et B1 sont relatifs à la pièce 1. J'ai la pièce 2, la pièce 3, et puis c'est tout. Donc sur les dessins de définition de la pièce 1, je vais reporter mes cotes A1, B1 et C1. Voilà la cote A1 qui va de cette surface à cette surface, et la cote B1 qui va de là à là, et enfin la cote C1, c'est la même que la cote A1, c'est-à-dire que cette cote-là, elle va en fait conditionner ou assurer 2 conditions fonctionnelles, la condition A et la condition C. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Rien de plus. Donc je fais pareil pour les autres dessins de définition des autres pièces. Le principe il est simple. À chaque fois que j'ai une cote avec un indice relatif à la pièce, je le reporte. Et comme ça me permet d'identifier les surfaces fonctionnelles dont je devrais respecter scrupuleusement la cote avec un intervalle de tolérance, de manière à ce que je préserve la condition qui est imposée pour un bon fonctionnement. Et donc ça, c'est la partie calcul. Alors ici, donc on cherche la condition max et la condition mini. Alors le A max, en fait, si je prends la chaîne de cote A1, voilà, on voit que A, c'est la condition. Cette condition-là, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement A1 moins A2 et moins A3. Alors, je laisse le temps de poser. Si je veux déterminer A, je vais faire quoi? Je vais faire A1 moins A2 moins A3. On est d'accord? Et ce qui reste, c'est A. Donc je l'écris. A égale A1 moins A2, moins entre parenthèses, A2 plus A3. Ça veut dire en fait moins A2 moins A3. Petit calcul, enfin petit problème algébrique pour certains, mais bon. Et après je me pose la question de savoir cet indice là, max mini, où est-ce que je le mets? C'est simple. Tout ce qui va dans le même sens aura le même indice. Donc A est maxi quand A1 est maxi et quand A2 et A3 sont mini. Puisque A2 et A3 vont dans le sens opposé. J'ai une équation pour A max, pour A min, c'est pile poil l'inverse. A mini, c'est A1 mini moins A2 maxi plus A3 maxi. D'accord? Ensuite, dans l'énoncé de la question, on me demande de déterminer A1. On relie, calcule la cote nominale et les limites à donner à la cote A1. Donc j'ai A2 qui m'est donné parce que ça peut être une pièce standard, ça peut être une pièce qui est déjà usinée. La condition, là, elle est imposée par le bureau d'études. Ils ont dit, voilà, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit un jeu compris entre 4,5 et 3,5 mm. Et donc, déterminer la cote A1 pour assurer cette condition fonctionnelle.
On cherche A1, là encore, un petit problème algébrique, donc je passe A1 de l'autre côté du signe égal, le A max de ce côté-là du signe égal, ou alors, si je veux pas m'embarrasser avec les signes négatifs, avec les signes moins, je passe A2 de l'autre côté du signe égal, il devient positif, ainsi que A3, mais il garde le même indice. Donc mes équations deviennent les suivantes, donc A1 max, c'est égal à A max, plus, lui passe de l'autre côté, plus A2 mini, plus A3 mini. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs. A max, bah, c'est 4,5. A2 mini, eh ben, ça va être quoi? Ça va être 35. Et A3 mini, hein, voilà, ça va être un piège, c'est 4,85. D'accord? Donc j'écris A1 max égale 4,5. Enfin, bref, ça me fait 44,35. Et pour A1 mini, ben, je remplace par les valeurs mini et les valeurs maxi pour A3. Voilà, donc une cote maxi pour A1 de 44,35 et une cote mini de 43,85. Maintenant, si on veut indiquer une cote avec un intervalle de tolérance symétrique, c'est-à-dire plus ou moins quelque chose, ben, je procède de la manière suivante. C'était très rapide. Donc je fais tout simplement la cote maxi plus la cote mini divisé par 2. Donc, ça va être ma cote nominale, 44,10. Et je fais pareil pour l'intervalle de tolérance. L'intervalle de tolérance, on rappelle, c'est le delta entre 44,35 et 43,85. Donc il était de 0,5. Hein, 0,5, voilà, ça fait bien ça. Et divisé par 2, donc ça me fait 0,25. Donc finalement ma cote, je pourrais indiquer 44,1 plus ou moins 0,25, ce qui me donne donc le maxi et le mini. Pour les calculs, quand même se poser la question à chaque fois, le A1 maxi, forcément il doit être plus grand que le A1 mini. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez fait une erreur. Que dire de plus? Il y a aussi un truc qui peut être intéressant à vérifier aussi, c'est que la somme des IT des cotes est égale à l'IT de la cote condition. La somme des intervalles de tolérance des cotes des maillons, enfin des cotes, doit être égale à l'intervalle de tolérance de la cote condition. Alors, la cote condition, elle était ici, donc là on a un intervalle de tolérance de 1 mm, d'accord? Et donc, pour celle-ci, j'ai un intervalle de tolérance de 0,2 mm. Ici, j'ai un intervalle de 0,3, donc 0,2 plus 0,3, ça fait 0,5. Et ici, on avait un IT de 0,5. 0,5 plus 0,5, ça fait bien 1. Donc, je répète, la somme des IT des cotes est égale à l'IT de la cote condition. Voilà, allez, au revoir.